Salut tout le monde, me revoilà, je n'ai pas posté la semaine dernière, je vous explique pourquoi à la fin de la vidéo. Avant de commencer aujourd'hui, je voulais vous parler d'une information pour ceux qui ressentent le besoin de faire une thérapie avec un psy, mais qui n'en ont pas les moyens. J'en avais déjà parlé dans une de mes toutes premières vidéos. Avant, on avait le droit donc à 8 séances par an prises en charge par la sécurité sociale. Là, depuis juin de cette année, donc c'est vraiment tout récent, on a le droit à 12 séances par an. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que ça fait une séance par mois. C'est pas rien, ça permet un suivi régulier. Pour ça, il vous suffit d'aller voir votre médecin traitant et d'avoir une ordonnance. Le seul point négatif, entre guillemets, c'est que vous ne pouvez pas aller chez n'importe quel psy. Vous devez choisir dans un annuaire, je vous mettrai le lien en barre de description. Dessus, vous retrouverez toute la liste de tous les psys agréés pour que vos séances soient remboursées. Et si jamais dans la liste, vous ne trouvez pas de psy proche de chez vous, n'oubliez pas que maintenant, en fait, les consultations se font beaucoup en visioconférence. C'est tout à fait possible. De plus en plus de cabinets proposent ce service-là, surtout depuis le Covid. Et j'ai eu moi-même une séance la semaine dernière, via WhatsApp. Voilà, je voulais vraiment en parler parce que c'est super important. Beaucoup n'ont pas les moyens de se payer une thérapie, on va pas se mentir, les prix des consultations, c'est pas accessible à tout le monde, mais beaucoup ne savent pas que ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. Voilà, alors aujourd'hui, je vous présente 3 livres très différents, mais avant, je me permets un petit rappel. Il ne suffit pas de lire, c'est sûr que c'est très bien, que ça peut amener des pistes, des déclics, certains déblocages, mais après, il faut mettre en pratique la spiritualité, le développement perso, tout ça, ça ne se vit pas seulement à travers les livres. Le but, c'est de le vivre dans son quotidien. Alors, le premier livre, je commence cash, vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est Le drame de l'enfant doué d'Alice Miller. Alors, je dis que je commence cash parce que c'est un livre qui ne fait pas du tout dans l'édulcoré. Par exemple, à titre de comparaison, pour ceux qui connaissent Deepak Chopra, c'est pas du tout le même genre de livre. Ici, on va plus, c'est pas qu'on va plus en profondeur, mais disons que l'autrice a des mots qui percutent, qui remuent. Elle vient vous chercher comme ça. Franchement, c'est, je crois, parmi tous les livres que j'ai lus, le plus difficile. Difficile dans le sens émotionnel. Le livre parle du point central, du point de départ, en tout cas un des gros points de départ de nos souffrances, c'est-à-dire l'enfance et plus précisément le lien avec nos parents. Donc on va retrouver l'éducation reçue, les schémas transmis, conscients ou inconscients, et parfois même des choses anodines et qui pourtant ne le sont pas. Ça touche également au deuil du parent idéal à faire. Voilà, c'est un condensé, ça parle de tout ça. Donc je dirais que si vous êtes dans une période délicate, fragile au niveau émotionnel, c'est peut-être pas le livre par lequel il faut commencer. Il y a des livres plus faciles à lire, voilà, je vais dire ça comme ça. Pour l'extrait, je savais pas trop lequel choisir parce que franchement, moi je serais bien partie à vous le lire en entier. Donc du coup, j'ai essayé de prendre un court extrait, c'est l'intro. Et pour l'extrait du jour, je le choisirai et là, on laissera le hasard faire les choses. Cette voix est certes inconfortable, mais c'est la seule, semble-t-il, qui nous permette de sortir enfin de l'invisible prison de notre enfance et de nous transformer d'inconscientes victimes du passé en un homme ou une femme responsable qui connaît son histoire et qui vit avec elle. La plupart des gens pensent exactement le contraire. Ils ne veulent rien savoir de leur histoire et de ce fait ignorent aussi qu'au fond, elle détermine en permanence leur conduite parce qu'ils vivent dans leur situation d'enfance refoulée et non résolue. Ils ne savent pas qu'ils redoutent et qu'ils fuient des dangers autrefois réels mais qui ont cessé depuis longtemps de l'être. Ils sont poussés par des souvenirs inconscients ainsi que par des sentiments et des besoins refoulés qui, tant qu'ils restent inconscients et inexpliqués, déterminent souvent leurs faits et gestes. Voilà, je m'arrête là, mais direct la phrase d'après, ça rentre dans le dur. Perso, j'ai trouvé que c'était un livre super intéressant, super enrichissant. Après, donc pour conclure, en gros, je dirais que il y a parfois des périodes pour regarder certains films, certaines musiques qui peuvent bouleverser, et donc je dirais que ce livre fait partie de ces précautions à prendre. Voilà. Le deuxième est complètement différent, c'est Je dépasse mes peurs et mes angoisses de Christophe André. Alors pour ceux qui se rappellent, Christophe André, j'en ai déjà parlé, notamment sur la vidéo de la méditation de la pleine conscience, c'est un psychiatre français. C'est un livre que j'ai depuis très très longtemps, 15, peut-être même 20 ans. C'est ma mère qui me l'avait acheté puisqu'à cette époque, je faisais des crises d'angoisse, des attaques de panique régulièrement au point où c'était devenu très très handicapant. J'étais aussi claustrophobe et agoraphobe. Ça me pourrissait vraiment la vie. J'ai fait une thérapie et ma mère donc m'avait acheté aussi ce livre. Donc
Je vous le présente parce qu'il est très bien fait. Il y a des passages sous forme de BD. Alors, si vous ne voyez pas bien, je vous ferai des incrustations d'écran. Donc voilà, c'est fait sous forme de BD, pas que. Hein. Il y a évidemment beaucoup de textes que je... Vous voyez, c'est super bien expliqué. Ayant été moi-même souffrante de crises d'angoisse, d'attaques de panique, je peux vous dire que je m'y retrouve complètement. On voit vraiment que ça a été écrit par un psychiatre. Il y a plein de bons conseils. Ça explique également les causes possibles, comment fonctionnent les attaques de panique et comment elles se déclenchent au niveau psychologique, au niveau physique. Ça parle également des TOC, des obsessions, d'autres phobies sociales ou d'autres phobies tout court. Ça explique la différence entre un stress normal, on va dire, et une attaque de panique. C'est un livre qui m'a vraiment aidé déjà à mettre des mots sur ce que moi-même j'avais du mal à comprendre et du coup ce que j'avais du mal à expliquer aux autres. Les conseils m'ont vraiment aidé. Maintenant, je vais pas dire que c'est juste ce livre qui m'a guéri. Non, hein, j'ai dû faire une longue thérapie, beaucoup de séances d'hypnose et même aujourd'hui, je sais que j'ai encore des restes, mais ça m'a aidé à mieux me comprendre et surtout à oser en parler aux autres. Donc livre très riche, très intéressant aussi pour soi déjà. Et aussi, je me dis que ça peut être pas mal si vous l'achetez pour vous ou si vous l'avez déjà, à l'offrir ou à le prêter à des personnes proches de vous qui ne comprennent pas en fait la différence entre une attaque de panique et un stress basique. Parce que je crois que tant qu'on n'a pas eu d'attaque de panique, c'est dur de comprendre ce que c'est. Donc si vous avez quelqu'un qui ne vous comprend pas, filez-lui le bouquin et je vous assure que normalement après la personne devrait capter que stress et attaque de panique ça n'a rien à voir. Là j'ai pas choisi d'extrait parce que ça se prêtait pas trop, donc du coup je vais lire juste quelques petits conseils comme ça qu'il préconise dans le bouquin. Ne cherchez pas à masquer à tout prix votre anxiété sociale. N'obéissez plus à la peur. Plus vous fuyez et plus vous évitez, plus l'anxiété sociale sera forte la fois suivante et prendra de l'ampleur. Essayez d'affronter les situations en commençant par les moins stressantes. Luttez contre la honte. Ne dramatisez pas les conséquences d'un échec éventuel ou d'une maladresse. Cela arrive à tout le monde. Parlez aux autres de votre propre anxiété sociale et vous verrez que souvent ils ressentent des émotions très proches des vôtres. Et souvenez-vous que l'anxiété sociale peut diminuer avec le temps, surtout avec de la pratique régulière grâce à certaines rencontres et par le développement de ses compétences dans d'autres domaines que celui de la performance sociale. Et je rajoute également, parce que j'y ai pas pensé avant, c'est un livre très bien au niveau de l'acceptation de soi, au-delà même, sans parler forcément des crises d'angoisse, des phobies, mais ça reste quand même, c'est quand même le sujet du livre. Pour le dernier livre, alors c'est pas un livre, c'est un dictionnaire, peut-être que vous le connaissez puisqu'il est très connu, c'est le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Alors, avant de commencer, je vais préciser que je vais pas vous lire d'extrait, juste un petit bout, mais je peux pas trop parce que ça parle santé médicale et je sais pas au niveau YouTube si ça va passer ou si ça va être bloqué. Donc je préfère faire attention. Donc c'est un livre que j'ai acheté depuis que j'ai tous mes problèmes de santé chronique. Je m'y réfère régulièrement. À l'intérieur, on retrouve quasi toutes, si ce n'est toutes, les maladies, les symptômes possibles. On retrouve également des émotions. Je vais juste prendre au pif, je vais vous citer juste... Voilà, grincement de dents, grippe, cerveau, bronche, bronchite, arthrite des doigts, sinusite, lèvres gercées, intestin, intolérance au gluten, genoux, etc. Donc vous l'avez compris. À chaque fois, en fait, il y a une symbolique au niveau psychologique, au niveau consciente et ou inconsciente. Ça va vous renvoyer, en fait, peut-être à des blessures émotionnelles, à des traumas. Donc, ce sont les rapports entre les mots et les mots, entre les maladies et leur symbolique. Il m'accompagne et pour vous dire, c'est un ostéopathe qui me l'a recommandé. Comme quoi, ce livre, maintenant je précise quand même, je ne me soigne pas à partir de ça uniquement. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des pistes, mais je vais chez le médecin quand c'est nécessaire, je prends des traitements quand c'est nécessaire, il faut rester prudent, il faut garder du recul, voilà, je préfère faire attention, je voudrais pas que ça soit mal interprété. On ne prend pas de risque avec sa santé non plus, et quand c'est nécessaire, bien évidemment qu'il faut aller voir un médecin. Par contre, je fais partie de ces personnes qui sont persuadées que la maladie a un lien avec les émotions, les traumas, les blessures, conscientes ou inconscientes. C'est ma façon de voir les choses, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, je sais même que ça peut choquer comme propos. C'est pour ça que je vous demanderai s'il vous plaît de rester bienveillant dans les commentaires, hein. Il n'y a pas de souci pour échanger, tant que ça reste dans le respect et dans la bienveillance. Voilà, donc j'aime beaucoup ce livre, je m'en sers régulièrement, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un nouveau symptôme, donc je consulte, et ça tombe quasiment, voire toujours pile au niveau de la blessure ou de l'émotion actuelle dans laquelle je suis.
Donc je le prends comme des pistes à approfondir, et même si je n'ai pas le résultat espéré, eh bien c'est pas grave parce que ça me fait énormément avancer au niveau du travail personnel. Donc je ne vais pas vous donner les symboliques des maladies, pour ne pas me faire bloquer par YouTube. Par contre, je vais vous partager, à la fin il y a des annexes avec les différentes parties du corps et leurs symboliques. Donc ça, je pense que ça posera pas de problème. Les cheveux symbolisent donc notre force. Les yeux, la capacité de voir, les oreilles, la capacité d'entendre. Alors entendre dans le sens être capable d'entendre des critiques, d'entendre des compliments, d'entendre la vérité. Le cou, ça symbolise la flexibilité, la capacité de voir plusieurs côtés, plusieurs situations de la vie différentes. La gorge, en toute logique, c'est l'expression du langage verbal mais non verbal aussi. Ça représente aussi la créativité. Les coudes, c'est la flexibilité dans les changements de direction. Chaque doigt également a une signification. Par exemple, pour le pouce, ça serait relié au souci ou à l'intellect ou à l'audition. L'index, ça serait plutôt ce qui est relié à la peur ou à la personnalité. Je vais pas tous vous les faire, vous avez compris. Le sang, ça représenterait la joie qui circule dans notre vie. Les poumons, le besoin d'espace, d'autonomie. Puis je vais vous faire un dernier. La peau qui serait la liaison entre notre intérieur et notre extérieur. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez ces 3 livres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Même si vous les aimez pas, on peut échanger sans problème. Donc pour l'extrait du livre, c'est parti. Alors, il existe des gens atteints de blessures profondes qui, chaque fois qu'ils sont sur le point de parvenir au noyau de leur être et se sentent bien et compris, organisent une fête ou autre chose dont à ce moment précis ils n'ont aucune envie et où une fois de plus ils se sentiront solitaires et pas à la hauteur. Quelques jours plus tard, ils vont se plaindre d'un sentiment d'aliénation, de vide, avec la vague impression d'avoir perdu l'accès à leur soi. Ils provoquent inconsciemment une répétition de ce qui est autrefois arrivé à l'enfant quand dans le jeu, il se sentait lui-même. On lui demandait une performance, de faire quelque chose de plus intelligent. Et c'était l'écrasement de ce monde intérieur en formation. Sans doute ces patients réagissaient-ils dès leur enfance par une humeur dépressive, car la réaction normale, en l'occurrence, peut-être la colère, leur faisait courir trop de risques. Si l'adulte prend le temps d'accepter dans le présent de semblables revendications pour les assimiler, les sentiments ainsi éveillés permettront l'émergence de la révolte et le besoin refoulé deviendra clair. Par voie de conséquence, presque automatique, la dépression s'effacera. Sa fonction de défense est devenue inutile. L'abréaction, elle aussi, perd instantanément sa fonction puisqu'on est autorisé à savoir ce dont on a vraiment besoin. Dans le cas cité plus haut, peut-être du temps à soi et non des fêtes pour faire dérivatif. Voilà, bon, je m'arrête, mais franchement c'est pareil, je pourrais continuer, je le mets de côté, de toute façon je reviendrai dessus. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Maintenant, en ce qui concerne la semaine dernière, les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu publier. Je travaillais en CDI depuis 13 ans et donc là, tout récemment, je viens d'être déclarée en inaptitude totale par la médecine du travail. Ce qui fait que je viens d'être licenciée. Ces 4 dernières années, en fait, je les ai passées en arrêt maladie principalement. Et cette dernière année, plus précisément, j'ai été quasiment coincée constamment chez moi, à ne pas pouvoir sortir, à vraiment être très restreinte dans mes déplacements. Du coup, j'avais énormément de temps pour réfléchir, énormément de temps pour travailler sur moi. Tout ce contexte, en fait, m'a emmené petit à petit à avoir une idée, une envie qui était assez floue au départ et puis au fil des mois qui a commencé à prendre forme et à s'affiner de plus en plus. Je sais maintenant que je n'ai pas envie de rester là à subir ma maladie. J'ai pas envie de rester là tous les mois à rien faire. J'ai beaucoup de choses à partager, j'ai beaucoup d'envie aussi et j'ai besoin et envie également de me sentir utile. Donc j'essaye de résumer. En gros, ces dernières semaines, je suis en train d'essayer, c'est je me forme dans ma nouvelle direction de vie, donc professionnelle également. Du coup, par la force des choses, la vie, la maladie, tout ça m'emmène, dans un nouveau chemin. Par contre, c'est une direction que je ne connais absolument pas, donc ces derniers jours, ces dernières semaines, je les passe essentiellement, en tout cas les temps où je suis apte, c'est-à-dire où ma santé reste correcte, je passe mon temps donc à me former, à apprendre, puisque je repars de zéro à 46 ans, et les journées où j'apprends, je ne peux pas faire de vidéos, en fait, c'est trop pour moi par rapport à ma santé. Je pense que vous le comprenez, même si j'adore YouTube, même si j'adore vous parler comme ça, ma vie ne peut pas se résumer juste à faire des vidéos sur YouTube. C'est pas possible,
j'ai envie de donner plus. Maintenant, j'espère quand même que je vais réussir à trouver le bon rythme entre mon apprentissage, ma formation et les vidéos YouTube. Je pense que c'est surtout parce que c'est le début, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre et au fur et à mesure, ça devrait se tasser. De toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure puisque ça reste dans le thème. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que cette fois-ci, je n'ai rien oublié. Sinon, comme d'habitude, je rajouterai en barre d'infos. Je suis en train de dégouliner de chaleur sous le chapeau, puis avec la lampe là en face de moi. Prenez soin de vous surtout, c'est très important et on se retrouve bientôt. Salut!